Je suis rentré à la maison 2 heures plus tôt que d'habitude. La réunion avec les investisseurs avait été annulée. Au dernier moment, notre partenaire principal a eu une urgence familiale, et la rencontre a été repoussée à la semaine suivante. J'en étais même ravi. Toute une soirée de libre, que je pourrais passer avec Marine. On pourrait peut-être préparer quelque chose ensemble, ouvrir une bouteille de vin, et regarder un film, comme avant, quand nous venions tout juste de sortir ensemble. Sur le chemin, je me suis arrêté dans sa pâtisserie préférée, du côté de Saint-Germain-des-Prés. J'ai acheté ces fameux éclairs à la crème de pistache, pour lesquels elle était prête à traverser la moitié de la ville. J'ai aussi pris un bouquet de roses blanches, chez le fleuriste du coin. Marine disait toujours que les roses blanches étaient bien plus élégantes que les rouges, qu'elles dégageaient une pureté toute particulière. Je me souviens de chacun de ces mots, de chaque petit détail, qui la rendait heureuse. J'essayais d'être un bon mari. Je pensais que tout allait pour le mieux, entre nous. En montant les escaliers de notre immeuble, l'ascenseur, comme d'habitude, était en panne, j'imaginais déjà son visage. La surprise, la joie, cette petite lueur dans ses yeux, lorsqu'elle verrait les fleurs. Peut-être qu'elle me prendrait dans ses bras, qu'elle enfouirait son visage dans mon épaule, comme elle le faisait dans les premières années de notre mariage. 7 ans ensemble. 7 ans à me réveiller à ses côtés, à m'endormir au rythme de sa respiration, à faire des projets d'avenir. Des enfants, une maison à la campagne, des voyages, une fois à la retraite. Tout cela semblait si réel, si proche. La clé a tourné dans la serrure, presque sans le moindre bruit. J'avais récemment graissé le mécanisme, pour ne pas réveiller Marine, lorsque je partais tôt le matin pour aller travailler. Je suis entré dans le vestibule, et j'ai doucement refermé la porte derrière moi. Il y avait un silence étrange dans l'appartement. Ce n'était pas ce silence douillet, ce silence familier, de quand on lit un livre, ou qu'on regarde quelque chose avec des écouteurs. C'était un silence lourd, tendu, qui m'a mis sur la défensive, d'une manière presque instinctive. J'ai retiré mes chaussures, j'ai posé le sachet de pâtisserie sur le meuble de l'entrée, et j'ai gardé les fleurs à la main. J'ai fait quelques pas dans le couloir, et là, j'ai entendu des bruits, venant de la chambre. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Une respiration haletante, le froissement d'un tissu, un mouvement quelconque. Peut-être qu'elle déplaçait des meubles, ou qu'elle faisait le ménage. J'ai fait un pas de plus, et je me suis figé. Sa voix. Cette même voix, avec laquelle elle me murmurait des mots d'amour. Cette voix qui me disait « bonjour » tous les matins, qui me lisait des poèmes, quand nous traînions au lit, lors de nos dimanches paresseux. Cette voix a prononcé des mots, qui m'ont transpercé, comme des aiguilles de glace. Je n'aime pas attendre. Viens maintenant, mon mari va bientôt rentrer. Dans ces quelques mots, il y avait tout. Du mépris, de l'excitation, de la précipitation. Je n'étais pour elle qu'un obstacle, un désagrément, qu'il fallait contourner. Pas un être humain, pas un mari, juste un facteur à prendre en compte, pour planifier son infidélité. Puis, un rire a éclaté. Un rire d'homme, grave, satisfait. Un rire étranger, dans ma chambre, dans mon appartement, dans ma vie. Et son gémissement à elle. Ce même gémissement, que je croyais mien, qui n'appartenait qu'à moi, à notre seule intimité. Je restais planté dans le couloir, serrant mes roses blanches à la main, et je sentais le monde s'effondrer autour de moi. Mon cœur battait si fort, que j'étais persuadé qu'ils allaient l'entendre. Mes mains tremblaient, et des milliers de pensées se bousculaient dans ma tête, tout en même temps. Faire irruption dans la pièce, hurler, le frapper, la jeter dehors, faire un scandale, tout casser, les forcer à ressentir, ne serait-ce qu'une infime partie de cette douleur, qui me déchirait de l'intérieur. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Quelque chose en moi, soudain, est devenu extrêmement froid, et d'un calme absolu. La rage n'avait pas disparu. Elle s'était simplement transformée, pour devenir autre chose. Quelque chose de méthodique, et de profondément calculateur. J'ai compris qu'un scandale, c'était exactement ce qu'ils attendaient, peut-être. Une délivrance, l'occasion de tout rejeter sur moi, il a été si violent, si agressif, je suis parti parce que j'avais peur. Non, ça ne se passerait pas comme ça. Je me suis retourné, et, aussi silencieusement que j'étais entré, j'ai quitté l'appartement. J'ai refermé la porte, avec la même précaution que je l'avais ouverte. Je suis descendu par les escaliers,
tenant mes roses fanées d'une main, et mes clés de voiture de l'autre. Je me suis installé au volant, et je suis resté là, sans bouger, pendant 20 minutes, peut-être une demi-heure. Je fixais le tableau de bord, mes mains sur le volant, l'immeuble d'en face. Les gens vaquaient à leurs occupations. Quelqu'un riait au téléphone, un autre portait ses courses. Un couple s'embrassait, devant l'entrée de l'immeuble. La vie ordinaire, en somme, mais ma vie, à moi, venait tout juste de s'achever. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient encore un peu, mais ma détermination, elle, était de fer. Je me suis souvenu d'une conversation avec mon collègue, Thomas, qui, 6 mois plus tôt, m'avait parlé de son divorce. Il m'avait raconté comment il avait engagé un détective privé, et comment cela l'avait aidé au tribunal. À l'époque, j'avais compati, sans même imaginer, un seul instant, que je me retrouverais dans la même situation. J'ai cherché Thomas dans mes contacts, et je lui ai écrit « Salut, j'ai besoin du numéro de ce détective, dont tu m'avais parlé. C'est urgent. » La réponse est arrivée dans les 5 minutes. 10 minutes plus tard, j'étais en ligne avec Marc, un détective privé avec 20 ans d'expérience, doté de la voix d'un homme qui a tout vu dans la vie, et qui ne s'étonne plus de rien. J'ai besoin de preuves, lui ai-je dit, et ma voix sonnait bizarrement calme. Des photos, des vidéos, des messages, tout ce que vous pourrez trouver. Les noms, les dates, les lieux de rencontre. Je veux un tableau complet. Combien de temps avez-vous à me donner, a demandé Marc. 1 semaine, maximum 2. L'argent n'est pas un problème. C'est noté. On commence demain. J'ai posé le téléphone sur le siège passager, et j'ai regardé le bouquet de roses blanches, qui reposait toujours à mes côtés. Ces roses, qui symbolisaient la pureté. Quelle ironie. Je les ai jetées dans la poubelle la plus proche, et j'ai pris la route du bureau. Le travail. C'était tout ce dont j'avais besoin, maintenant. Du travail, et un plan. Un plan glacial, précis, et totalement destructeur. Le détective s'est révélé être un professionnel de très haut niveau. Dès le 3e jour, il m'a envoyé les premiers éléments. Des photos de Marine et de son amant, sortant d'un café, en plein centre-ville. Ils se tenaient par la main, ils riaient, ils avaient l'air heureux, insouciants. Je regardais ces clichés, et je ne reconnaissais plus la femme, avec qui j'avais partagé cette année de ma vie. Ou alors, peut-être que je ne l'avais jamais vraiment connue. À la fin de la semaine, j'avais une chronologie complète de leur liaison, détaillée jour par jour, heure par heure, tel le dossier d'un criminel. L'amant s'appelait Cyril Laurent, 36 ans, un collègue de Marine, du service marketing. Marié, 2 enfants, une petite fille de 7 ans, et un garçon de 5 ans. Sa femme, Sophie, travaille dans la même entreprise, mais au service comptabilité. Une famille idéale, du moins sur les photos des réseaux sociaux. Des promenades au parc, des anniversaires, des vacances à la mer. Un tissu de mensonges, soigneusement emballé dans un joli papier, tout comme l'était ma propre vie. Leur liaison durait depuis 8 mois. 8 mois, durant lesquels j'avais vécu dans l'illusion d'un mariage heureux. Les rencontres avaient lieu 2 à 3 fois par semaine. Dans notre appartement, pendant que j'étais au travail, dans sa voiture à lui, sur le parking du centre commercial, et par 2 fois, dans un hôtel de l'avenue Marceau. Marc m'a également fourni leurs échanges de messages. Je ne sais pas comment il se les est procurés, et je préférais ne pas le savoir. Les textes débordaient de passion, de projets, et de remarques sur le fait qu'ils n'en pouvaient plus, de leurs conjoints ennuyeux. J'étais, semble-t-il, un mari ennuyeux. L'homme qui travaillait 12 heures par jour, pour nous assurer une vie confortable, n'était au final qu'un type ennuyeux. J'avais la nausée à chaque ligne lue, mais j'ai tout lu, jusqu'au tout dernier mot. J'avais besoin de mesurer l'ampleur de la trahison. Il fallait que je tue, en moi, la moindre once de pitié, le moindre doute, la moindre pensée suggérant que, peut-être, tout cela pouvait s'arranger. Non, il n'y avait plus rien à arranger. Ce n'était pas une erreur de parcours, ni un moment d'égarement. C'était un choix délibéré, qu'ils avaient répété, encore et encore, 8 mois d'affilée. J'ai continué à vivre, comme si de rien n'était. Ce fut bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Chaque matin, l'embrasser avant de partir, en sachant pertinemment que ses lèvres l'avaient embrassé, lui. Chaque soir, lui demander comment s'était passée sa journée,
en sachant qu'elle me mentait effrontément. Me glisser avec elle dans le même lit, ce lit précis, où elle m'avait trompé. Mais j'ai tenu bon. Je souriais, je riais à ses blagues, je parlais de mon travail. Marine ne se doutait absolument de rien. Elle était si convaincue de son impunité, qu'elle ne prenait même plus la peine de faire attention. Un soir, pendant que nous dînions, elle me parlait d'un nouveau projet au bureau. Cyril a proposé une excellente idée pour la campagne, a-t-elle lancé, d'un ton désinvolte. Et j'ai vu, l'espace d'une seconde, ses yeux s'illuminer. Son nom à lui, dans sa bouche à elle, à ma table, sous mon toit. J'ai serré ma fourchette avec une telle force, que mes jointures en sont devenues blanches, mais j'ai gardé mon sourire. Ça a l'air intéressant, ai-je répondu. C'est un bon spécialiste? Elle a hoché la tête, changeant déjà de sujet, sans se douter que chaque mention de son nom n'était qu'un clou de plus, planté dans le cercueil de leur relation. J'ai commencé à exécuter mon plan, que j'avais élaboré dans les moindres détails. La première étape, c'était les finances. J'ai transféré toutes nos économies, sur un compte que j'avais ouvert avant notre mariage, et dont Marine ignorait l'existence. Ce ne fut pas compliqué. J'avais toujours géré le budget du foyer. Elle me faisait une confiance aveugle, ou bien, elle ne s'y intéressait tout simplement pas. 180 000 euros. C'était le fruit de cette année d'économie commune. L'argent pour notre avenir, pour les enfants que nous projetions d'avoir, pour la maison dont nous rêvions. Désormais, cet argent n'appartenait qu'à moi. Ensuite, j'ai revendu les actions d'entreprises technologiques, que nous avions achetées ensemble, 3 ans auparavant. Officiellement, elles étaient à mon nom, donc la transaction s'est déroulée sans accroc. 50 000 euros de plus, directement sur mon compte personnel. J'ai clôturé toutes nos cartes de crédit communes, n'en laissant qu'une seule, avec un plafond de découvert dérisoire. Marine ne s'est aperçue de rien. Elle utilisait rarement les cartes, préférant l'argent liquide, ou bien ma propre carte pour les grosses dépenses. Chaque soir, pendant qu'elle s'endormait à mes côtés, je restais les yeux ouverts, à planifier l'étape suivante. L'appartement m'appartenait, acheté avant le mariage, avec mes propres économies, et l'aide financière de mes parents. Légalement, elle n'y avait aucun droit. La voiture était à moi, elle aussi. La maison de campagne, achetée 2 ans plus tôt, était enregistrée à mon nom. J'avais été prévoyant, même si, à l'époque, je ne pensais vraiment pas que cette précaution me servirait un jour. Une fois toutes les questions financières réglées, je suis passé à la deuxième phase du plan. Sophie, la femme de Cyril. J'ai retrouvé son profil sur les réseaux sociaux. Une femme charmante, avec des yeux fatigués, et un sourire un peu forcé sur les photos. Elle partageait des images avec des citations sur le bonheur familial, des photos des enfants, des recettes de cuisine. Elle ne méritait pas ce que son mari lui faisait subir, mais elle méritait de connaître la vérité. J'ai créé une adresse email anonyme, et je lui ai tout envoyé. Chaque photo, chaque message échangé, chaque reçu d'hôtel, avec les dates et les heures précises. J'y ai joint les données de géolocalisation, prouvant où se trouvait le téléphone de Cyril, les soirs où il prétendait être retenu au bureau. Je n'ai pas ajouté le moindre commentaire personnel. Les preuves étaient bien plus éloquentes que n'importe quelle explication. J'ai cliqué sur « Envoyer » à 3 heures du matin, allongé à côté d'une Marine profondément endormie. Et, pour la première fois depuis 2 semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. L'explosion a eu lieu dès le lendemain. Marine m'a appelé au bureau, en pleurs. Sa voix tremblait, à la limite de l'hystérie. « Tu ne vas jamais croire ce qui s'est passé. La femme de Cyril, Sophie, tu te souviens, je t'avais parlé d'elle? Elle est devenue complètement folle. Elle a débarqué au bureau, et elle a fait un scandale terrible, au beau milieu de l'open space. Elle a hurlé sur Cyril. Elle l'a accusé de la tromper, elle a jeté des affaires partout. Et pour une raison absurde, elle m'a mêlé à ça. Elle criait qu'ils avaient des photos, que j'étais avec lui. C'est de la pure folie. Tout le monde me dévisageait, comme si. Je ne sais plus quoi faire. Je l'écoutais, et une vague de froide satisfaction montait en moi. Calme-toi, lui ai-je dit, d'un ton réconfortant. C'est sûrement un énorme malentendu. Ils doivent avoir des problèmes de couple, et elle cherche des coupables. Tu n'as rien à te reprocher, n'est-ce pas?
Le silence, à l'autre bout du fil, m'a paru interminable. Bien sûr que non, a-t-elle fini par souffler, avec difficulté. Je travaille juste avec lui sur ce projet. Elle a du mal à interpréter quelque chose. Alors tu n'as absolument aucune raison de t'inquiéter, ai-je répondu. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. J'ai raccroché, et j'ai esquissé un sourire. Oui, la vérité éclate toujours. Et demain, Marine allait la prendre en pleine face. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, comme à mon habitude. Marine dormait encore. Elle était étalée sur le lit, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller. Fut un temps, cette vision m'apaisait. Mais ce jour-là, en la regardant, je ne ressentais plus rien. Rien d'autre qu'une froide indifférence. Je me suis habillé, j'ai pris le sac que j'avais préparé à l'avance, avec mes affaires essentielles, et j'ai quitté l'appartement. Pour de bon. Je m'étais arrangé avec Thomas, le collègue qui m'avait recommandé le détective. Il m'avait proposé de m'héberger, le temps que je décide de la suite. Son 2 pièces, situé à Clichy, n'était pas aussi luxueux que ma propre maison, mais je m'en fichais royalement. L'essentiel, c'était que Marine n'en connaisse pas l'adresse. Je suis arrivé au bureau, je me suis enfermé dans mon cabinet, et j'ai appelé mon avocat. Maître Alexandre Dubois était l'un des meilleurs spécialistes en droit de la famille à Paris, et j'étais prêt à payer n'importe quel prix pour ses services. On lance la procédure de divorce aujourd'hui, lui ai-je annoncé. Tous les documents sont prêts. Je veux qu'elle reçoive les papiers sur son lieu de travail, par coursier, au moment où il y aura le plus de monde. Êtes-vous certain de vouloir un tel coup d'éclat, a demandé l'avocat, avec prudence. Absolument certain. À 14 heures, alors que toute l'entreprise déjeunait dans la cafétéria commune, un coursier a remis à Marine une enveloppe, contenant les papiers du divorce. À l'intérieur, se trouvait également une clé USB, et un mot de ma part. Les seules paroles que j'ai jugé utiles de lui adresser, je sais tout, depuis le tout premier jour. Tu n'obtiendras que ce que la loi exige. C'est-à-dire, presque rien. Ne cherche pas à me contacter. Mon téléphone a commencé à exploser d'appels, 5 minutes plus tard. Marine, Marine, et encore Marine. 20 appels en absence, 30, 40. Puis, les messages ont suivi. D'abord des excuses, ensuite des supplications, puis des menaces, et à nouveau des supplications. Je ne les ai pas lus. J'ai bloqué son numéro, ses comptes sur les réseaux sociaux, son adresse e-mail. Je l'ai effacé de ma vie, avec la même cruauté qu'elle avait mise à détruire notre mariage, par sa trahison. Cyril a eu encore moins de chance. Sophie ne s'est pas contentée de demander le divorce. Elle a engagé un avocat redoutable, qui l'a littéralement pulvérisé au tribunal. Partage des biens, pension alimentaire maximale pour les 2 enfants, dommages et intérêts pour préjudice moral. Marc, mon détective, m'a informé que Cyril avait contracté 3 crédits, au cours des 6 derniers mois. 2 pour de prétendus travaux de rénovation dans son appartement, et un autre pour une voiture. En réalité, l'argent était parti dans des chambres d'hôtel, des cadeaux pour Marine, et des restaurants. Lorsque Sophie a présenté ses preuves au juge, Cyril n'a eu aucune chance de s'en sortir. Mais ce n'était que le début de sa descente aux enfers. Le scandale au bureau a eu de lourdes répercussions. L'entreprise, qui employait Marine et Cyril, tenait énormément à sa réputation. C'était une grande firme internationale, où l'éthique de travail primait sur tout le reste. Le département des ressources humaines a mené une enquête interne. Une semaine plus tard, on a suggéré à Cyril de démissionner de lui-même, sous peine d'être licencié pour faute grave, liée à un manquement à l'éthique. Il a choisi la première option, mais le mal était fait. Dans leur secteur d'activité, les rumeurs circulent vite, et ce scandale lui a collé à la peau, comme une véritable tache indélébile. Marine, quant à elle, a tenu un mois de plus. Venir travailler chaque jour, dans des bureaux où tout le monde connaissait les détails de sa liaison, où les collègues murmuraient dans son dos, où elle était passée de spécialiste respectée, à sujet principal de tous les commérages. C'était devenu insupportable. Elle a essayé de faire bonne figure, mais je savais qu'elle finirait par craquer. Et elle a craqué. Elle a posé sa démission, en invoquant des raisons personnelles. Leur idylle, désormais amputée de son mystère, et de l'adrénaline de l'interdit, a commencé à s'effondrer presque immédiatement.
Lorsque Cyril s'est retrouvé sans emploi, sans argent, écrasé par une montagne de dettes et une lourde pension alimentaire, il a cessé d'être cette figure romantique, dont Marine était tombée amoureuse. Il est devenu un problème, un fardeau, un homme qui l'entraînait dans sa chute. Marine a bien tenté de le soutenir. Pendant quelques semaines, ils ont loué un appartement ensemble, essayant de se reconstruire une nouvelle vie. Mais la réalité s'est avérée bien plus brutale que leur fantasme. Cyril s'est mis à boire. Le soir d'abord, pour noyer son stress. Puis l'après-midi. Et enfin, tout le temps. Il cherchait du travail, mais il n'essuyait que des refus. Soit ses anciens collègues avaient déjà parlé de lui, soit la vérification de ses références révélait les vraies raisons de son départ. Ses dettes s'accumulaient. Les huissiers l'appelaient 10 fois par jour. Marine essayait de l'aider financièrement, mais elle-même n'avait presque plus rien. Après le divorce, elle n'avait touché que son dernier mois de salaire, et une somme symbolique prévue par notre contrat de mariage, que j'avais accepté de signer autrefois, juste au cas où. Ils se sont séparés 3 mois seulement, après que leur liaison soit devenue publique. Une rupture laide, faite de cris et d'accusations. Marine est retournée vivre chez ses parents, en grande banlieue. Sa fierté en a pris un coup, mais elle a bien dû leur demander de l'aide. Cyril, lui, a complètement disparu de la circulation. On dit qu'il est parti dans une autre ville, chez son frère, pour tenter de repartir à zéro. Marine a essayé de me contacter, un nombre incalculable de fois. Elle me guettait à la sortie du bureau, mais la sécurité lui bloquait l'accès. Elle s'est présentée chez mes parents, mais, connaissant la vérité, ils lui ont fermé la porte au nez. Elle m'écrivait sur d'anciennes adresses e-mail, que je ne consultais plus depuis des années. Elle a même tenté de m'envoyer une lettre, par la poste classique. Un long message larmoyant, où elle implorait mon pardon, m'expliquant que c'était une erreur, qu'elle m'aimait toujours, et que nous pouvions encore tout réparer. J'ai lu cette lettre une seule fois. Puis, je l'ai brûlée dans l'évier, et j'ai fait couler les cendres dans les canalisations. Il y a des choses que l'on ne peut pas réparer. Il y a des mots que l'on ne peut pas retirer, et des trahisons que l'on ne peut tout simplement pas pardonner. Le divorce a été prononcé rapidement, et sans faire de vagues. Le contrat de mariage, que nous avions signé 7 ans plus tôt, s'est révélé être ma planche de salut. C'était ma mère qui avait insisté à l'époque, et je m'étais dit que ça ne coûterait rien. L'appartement m'est revenu de droit, car il avait été acquis avant notre union. La maison de campagne était également à moi, enregistrée à mon nom. La voiture, les comptes en banque, les actions, tout était à moi. Marine a récupéré ses effets personnels, la moitié de la valeur des meubles, et une maigre compensation, d'environ 2500 €. Une somme dérisoire, qui lui a tout juste permis de payer 2 mois de loyer, pour une chambre dans une colocation, en périphérie de la ville. Je ne suivais sa vie que de très loin, par l'intermédiaire de connaissances communes, qui mentionnaient parfois son nom dans les conversations. C'est triste pour Marine, elle a vraiment touché le fond, disait-il, en secouant la tête. Elle n'arrive pas à trouver du travail. Il paraît qu'elle fait une dépression. J'écoutais cela sans la moindre émotion. Ni joie malsaine, ni pitié, c'était juste un constat. Elle avait fait un choix. Elle en payait les conséquences. Quant à moi, j'ai continué à vivre. J'ai obtenu une promotion au travail, devenant directeur de département, avec un salaire dont je n'aurais jamais osé rêver auparavant. J'ai acheté un nouvel appartement, en plein cœur de la ville, avec de grandes baies vitrées et une vue imprenable sur la Seine. J'ai commencé à fréquenter Céline, une femme brillante et magnifique, architecte de profession, qui accordait autant d'importance à l'honnêteté que moi. Nous prenons notre temps, nous ne nous faisons pas d'illusions, nous apprécions simplement la compagnie l'un de l'autre. Parfois, tard dans la nuit, quand je suis allongé dans mon nouveau lit, au milieu de ma nouvelle vie, j'entends encore cette voix, je n'aime pas attendre. Viens maintenant, mon mari va bientôt rentrer. Et à chaque fois, je souris, en me rappelant de la façon dont je suis rentré. Silencieusement, sans me faire remarquer, de manière foudroyante. La vengeance n'est pas une explosion de rage, ni un acte impulsif. La vengeance, c'est un calcul d'une précision chirurgicale. C'est de la patience. C'est la capacité d'agir avec un sang-froid absolu, alors même que votre cœur hurle de douleur. Je leur ai tendu la corde, et ils s'y sont pendus, tous seuls. J'ai simplement regardé leur vie, bâtie sur le mensonge et la trahison,
se réduire en cendres. Et vous savez quoi? Je ne regrette rien. Pas une seule seconde. Yeah.